Si votre relation à la nourriture vous dépasse et que peut-être que vous vivez des épisodes de compulsion alimentaire, cette vidéo va vraiment vous aider à envisager cela sous un angle peut-être nouveau pour vous, c'est-à-dire celui de la neurologie appliquée. Ces dernières années, j'ai accompagné beaucoup de personnes prisonnières de leur relation avec la nourriture, mais aussi prisonnières de leur régime, et tout ça, ça entame vraiment la confiance en soi. Ça crée de la honte, ça crée une déconnexion encore plus grande du corps et beaucoup d'impuissance. Mais on peut vraiment avancer et se construire une relation saine avec la nourriture lorsqu'on comprend, et c'est ce qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, la dynamique cérébrale qui crée tout ça. Donc on va déjà aborder ensemble pourquoi ces comportements sont souvent déclenchés malgré nous. Comment est-ce que le cerveau cherche à nous protéger? Et puis on verra en quoi tout ce qui est régime et mentalité de rareté vont venir aggraver la situation. Bien entendu, toujours selon l'angle de la neuroscience appliquée et ce qu'elle nous apprend pour pouvoir en sortir de façon durable et sans passer par plus de contrôle. Alors déjà, j'aimerais être claire sur ce que j'appelle une compulsion. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de bien définir de quoi nous parlons, d'accord? Une compulsion alimentaire, ce n'est pas simplement manger trop. Il s'agit d'un comportement impulsif qui est souvent irrépressible et qui va pousser une personne à consommer de grandes quantités de nourriture dans un laps de temps assez réduit, sans qu'il y ait de faim réelle et souvent avec un sentiment de perte de contrôle. Les gens disent souvent d'ailleurs qu'après le comportement viennent la culpabilité ou le dégoût ou la honte d'avoir fait ça. Donc c'est vraiment quelque chose, un phénomène qui n'a rien à voir avec l'hygiène de vie, mais qui est un mécanisme automatique et qui est en réalité un signe de dérégulation du système nerveux. C'est la réponse que va choisir notre système nerveux. En intelligence neurosomatique, on aborde toujours la réponse au stress, c'est-à-dire votre manière de réagir, de penser, de faire, etc., comme le symptôme. Donc dans notre perspective, ce n'est pas tellement le symptôme qui est le plus important, puisqu'il vient juste refléter ce que notre cerveau a appris jusqu'ici, et quelque part, ce qu'il étiquette aujourd'hui comme étant la solution la plus appropriée, selon son analyse, à un stress que l'on vit. Et c'est vraiment dans ce cadre que s'inscrit la compulsion alimentaire, dans une perspective neurosomatique. Je suis dans une situation de stress qui est souvent très intense et je n'ai pas les outils de le traiter. Donc mon cerveau va enclencher la compulsion, l'acte, par exemple, d'aller vider le frigo machinalement ou d'enchaîner les paquets de gâteaux, etc., pour relâcher le stress. Parce que chaque réponse au stress a une raison d'être, d'accord? Ce ne sont pas des mécanismes qui sont dirigés contre nous, mais c'est vraiment une recherche de notre cerveau de produire, d'activer ou de relâcher quelque chose. Et donc cette dynamique est évidemment complètement irrationnelle en plus d'être automatique. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien ça signifie qu'elle est le fruit du vieux cerveau, de la partie de notre cerveau qui gère la survie. On n'est donc pas dans quelque chose de conscient ou de réfléchi et que l'on peut arrêter juste par la volonté. On est vraiment dans une mécanique qui s'orchestre en dehors de tout contrôle conscient de nous-mêmes et donc de la partie la plus évoluée de notre cerveau. Pour faire un petit rappel sur les réactions de survie, il faut rappeler que le cerveau humain, et en particulier sa partie dite archaïque que j'appelle le vieux cerveau, donc le tronc cérébral, le cervelet et le système limbique, a une mission fondamentale qui est d'assurer notre survie. Donc, lorsqu'un stress est perçu comme trop intense ou trop durable, lorsque le corps est privé d'énergie, lorsque la sécurité émotionnelle fait défaut, eh bien le cerveau active des stratégies de compensation. Et l'une des plus efficaces, c'est de manger. Pourquoi? Eh bien parce que la nourriture est une source d'énergie immédiate. Et dans la logique de survie du cerveau archaïque, plus il y a d'énergie rapidement accessible et plus vos chances de survie augmentent. Donc dans cette perspective, la compulsion alimentaire est une sortie de secours neurobiologique. C'est une tentative de l'organisme pour faire redescendre la charge de stress, pour vous garder en vie, pour reprendre le contrôle de l'équilibre interne qu'on appelle en biologie l'homéostasie. Et dans l'acte de manger, on pense souvent que nos comportements alimentaires sont dictés par notre volonté ou par des décisions conscientes. Mais en réalité, la majorité des réponses comportementales liées à l'alimentation sont dirigées par des structures cérébrales inconscientes qu'on appelle des structures subcorticales. Donc le cerveau
fonctionne du bas vers le haut et de l'arrière vers l'avant. Ça signifie vraiment que les informations sensorielles, internes comme externes, sont d'abord filtrées par ces zones archaïques du cerveau, que sont notamment le tronc cérébral, avant d'atteindre le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone du raisonnement, de l'introspection et de la stratégie. Donc, pour dire les choses plus clairement, vous pouvez savoir rationnellement que vous n'avez pas besoin de manger, mais si votre cerveau archaïque perçoit une menace, il peut tout simplement court-circuiter votre volonté et prendre le dessus lorsque vous êtes en présence d'un stress que vous n'avez pas encore réussi à décharger. Et d'ailleurs, si vous vivez ces épisodes de compulsion, vous devez bien ressentir que ça arrive à des moments dans lesquels peut-être vous êtes plus fragile. Et moi, je vous encourage, c'est un premier conseil que j'aimerais vous donner, à vraiment regarder ce qui se passe quand vous avez tout simplement besoin de manger. Est-ce que c'est à un certain moment de la journée où ça va être un peu récurrent? Par exemple, est-ce que c'est souvent le soir? Quelles sont les circonstances qui sont réunies? Est-ce que c'est souvent lorsque vous êtes seul? Est-ce que c'est après une contrariété? Le fait déjà d'aller porter un petit peu plus de conscience sur ce que vous vivez, en vous rendant compte un petit peu du schéma qui est pris à chaque fois, va vous éclairer sur la manière dont votre cerveau et votre système nerveux ont appris à gérer le stress et peut-être dans quel moment est-ce que cette gestion du stress devient tellement compliquée que vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vers une attitude compulsive. J'aimerais aussi parler de la culture des régimes parce que je sais que beaucoup de personnes essayent de perdre du poids et me rapportent qu'elles n'y arrivent pas, que c'est bloqué, qu'au contraire certaines même vont prendre du poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le simple fait de restreindre volontairement son alimentation est enregistré par le cerveau comme une menace. Dès que vous commencez à limiter vos apports caloriques, même de façon raisonnable, votre cerveau peut activer des boucles de protection. Il va penser, il y a moins de nourriture, donc je dois agir, je dois me protéger. Et quelle va être sa réponse? Eh bien, vous inciter à accumuler, à manger plus, à rechercher des aliments riches. Mais surtout, si vous ne le souhaitez absolument pas consciemment. C'est vraiment une adaptation neurologique efficace parce qu'il faut encore se rappeler d'une chose, c'est que notre cerveau ne sait pas que nous allons manger dans une heure. Il ne sait pas qu'il y a suffisamment de nourriture et que nous n'évoluons pas en temps de famine. Et c'est vraiment cette irrationalité qui va nous pousser dans des comportements qui ne sont pas logiques et qui n'ont rien à voir avec la réalité que l'on vit. Et je vous ai aussi parlé du fait qu'en neurologie appliquée, tout fonctionne par boucle. On appelle ça une boucle de rétroaction dysfonctionnelle qui va souvent être alimentée donc par une phase de restriction ou de contrôle, qui va ensuite être suivie d'un épisode de compulsion et qui va être suivi par un état de honte, de gêne, de culpabilité, qui va amener à une nouvelle phase de restriction et le cycle recommence. C'est comme ça qu'en fait vous êtes complètement piégé parce que chaque passage dans cette boucle va renforcer les circuits neuronaux associés. Donc le cerveau fonctionne selon un principe de plasticité. D'ailleurs, on appelle ça la loi de Hebb, qui dit que plus vous répétez une séquence comportementale et que donc des neurones vont s'activer ensemble, et plus elle devient automatique, efficace, myélinisée, ce qui en d'autres termes signifie que ça a la plus grosse masse en fait pour le cerveau, donc c'est ce qui va être réactivé de manière réflexe. Aussi parce que cela consomme moins d'énergie. Donc plus vous allez tenter de vous contrôler par la volonté, et plus vous allez renforcer paradoxalement les circuits qui mènent aux compulsions. Donc c'est pourquoi il ne s'agit pas ici de motivation ni même de psychologie positive. Et ça ne suffit pas non plus de juste comprendre. Comprendre que vous mangez beaucoup parce que vous avez un problème avec votre mère ou votre père, ok, c'est une partie du travail et attention, je ne suis pas contre les thérapies de parole, bien au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on veut sortir de cette boucle, il va falloir aller s'adresser directement au cerveau et lui apprendre qu'il y a une autre manière de réagir au stress. Parce que lorsqu'un être humain est soumis à un niveau de stress qu'il ne peut pas gérer, un stress émotionnel, physique ou relationnel ou même sensoriel, eh bien le système nerveux autonome entre dans ce qu'en neurosciences on appelle un état de survie. Il bascule alors dans des réponses qui vont être réflexes. Vous avez entendu parler du combat, de la fuite, de la soumission, le fawn ou du figement. La compulsion alimentaire est une réponse au stress de type freeze déguisé. C'est vraiment une tentative quelque part de déconnexion, d'engourdissement, voire d'autosédation. Parce que quand votre cerveau perçoit
que votre environnement, vos émotions ou même vos pensées deviennent trop menaçantes, et bien, il va chercher une stratégie pour faire redescendre la charge de stress. Et manger est l'une de ces stratégies parce qu'elle est rapide, elle est accessible et elle est très efficace à court terme. Parce que notre cerveau ne fonctionne que sur le soulagement à court terme. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que la plupart des gens vont préférer les promesses, je dirais, de succès d'argent rapide plutôt que les investissements long terme. Et donc lorsqu'il y a cette satisfaction à court terme, l'activation nerveuse va baisser. Et donc le cerveau y trouve une solution fonctionnelle. Lorsque je fais ça, lorsque je mange, je vais me sentir mieux. Même si par la suite, comme je vous le disais tout à l'heure, va être réenclenchée cette boucle de la honte et de la culpabilité, etc., etc. Mais votre compulsion, c'est vraiment ce que nous, en INS, on appelle un output, donc la réponse du système nerveux, au même titre que pourrait l'être une migraine, une fatigue chronique, une douleur quelque part, ou la procrastination. C'est toujours une réponse à un environnement stressant, mais c'est surtout une réponse qui vient vous dire que vous n'avez pas d'autre moyen de gérer le stress, donc le cerveau et le système nerveux font ce qu'ils peuvent pour assurer votre survie. Et je vous parlais du freeze parce qu'en fait beaucoup de compulsions se produisent dans un état de shutdown, de repli, de déconnexion. D'accord ? C'est pas un moment d'euphorie. Et c'est souvent un moment d'anesthésie émotionnelle. Et donc ce qui va se passer, c'est que la personne qui mange compulsivement ne le fait pas avec faim, elle ne le fait pas avec plaisir, elle ne le fait pas avec conscience. Et ça va plutôt prendre la forme de grignotage machinal devant un écran, par exemple, ou de fringales nocturnes incontrôlables, ou d'aller dans la cuisine et manger comme ça, sans plaisir, simplement parce qu'on a besoin de sucre, d'aliments dense, de recevoir des signaux aussi. Il y a toute une partie qui est en lien avec l'activation, le besoin de se reconnecter à des signaux du corps. Et c'est vraiment comme si quelque chose prenait le contrôle. Donc effectivement, vous ne maîtrisez rien, vous n'êtes pas nul, vous ne manquez pas, je dirais, de sérieux dans votre alimentation, mais c'est vraiment un réflexe de protection de votre cerveau. Parce qu'il n'a pas encore appris d'autres manières de le faire. En comprenant ça, on ne justifie pas la compulsion, mais on lui redonne du sens. On remet aussi en place ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas pour faire baisser la culpabilité et la honte. Et c'est ça qui va ouvrir la porte à une transformation durable parce qu'elle repose sur la réduction du niveau de menace et non pas sur la punition ou sur davantage de restrictions qui sera de toute façon contre-productive. Donc pour sortir durablement des compulsions alimentaires, il est vraiment essentiel de comprendre une fonction méconnue mais absolument centrale qui est l'interoception. Je vous ai déjà parlé de notre spécificité en intelligence neurosomatique qui est de rééduquer le système nerveux et le cerveau en allant travailler sur les informations sensorielles. Pourquoi ? Parce que ce sont les informations sensorielles que vous recevez de votre environnement qui vont permettre au cerveau d'interpréter ce que vous vivez. Et de cette interprétation, il va créer une réaction, une réponse, comme par exemple la compulsion alimentaire, sauf que lorsque l'interprétation est plus positive que cela, eh bien, il va pouvoir créer quelque chose en lien avec la joie, le plaisir et la clarté. L'interoception est une des voies de régulation du système nerveux que nous utilisons. Par là, on désigne en fait la capacité à percevoir les signaux internes du corps. Donc ça inclut la sensation de faim, de satiété, de soif, mais aussi la température corporelle, le rythme cardiaque, le besoin d'aller aux toilettes, les tensions musculaires. C'est vraiment ce baromètre qui explique au cerveau qu'est-ce qui est en train de se passer là dans mon corps et qui va même lui expliquer lorsqu'il y a danger. Parce que c'est en fonction de ce qui se passe dans notre corps, à 80%, que le cerveau va décider, je dirais, dans quel état nous devons être et si nous sommes dans le danger. Pourquoi ? Parce que par exemple, lorsque nous vivons une situation de stress, il y a des signaux physiologiques très clairs qui vont informer notre cerveau de cette situation et qui vont lui permettre de choisir une réponse, qu'elle soit physiologique, physique, émotionnelle, pour nous protéger. Donc l'interoception, c'est vraiment la boussole intérieure qui permet à votre cerveau de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, à chaque instant, et donc aussi de savoir ce dont vous avez besoin. Et chez de nombreuses personnes ayant vécu surtout des situations de stress chronique, des traumas, des troubles alimentaires ou même une hypervigilance émotionnelle, l'interoception est largement altérée.
Cela signifie que votre cerveau interprète mal les signaux venant de votre corps et qu'il peut donc surestimer un danger ou au contraire ignorer un besoin réel. Ça signifie donc qu'il devient difficile de faire la différence entre une émotion, une douleur, une faim physiologique ou une compulsion émotionnelle. Et que donc en état de surcharge ou de stress, le cerveau interprète certains signaux internes neutres comme des menaces imminentes. Par exemple, un léger inconfort digestif ou un creux dans l'estomac peuvent être interprétés comme un signal urgent qui dit « je dois manger immédiatement ». Il y a eu une étude dirigée par Sarah Garfinkel en 2015 qui a démontré un lien fort entre l'altération de l'interoception et les troubles anxieux. Elle montre qu'en fait, des signaux corporels mal interprétés peuvent entraîner une suractivation des circuits de stress, menant ensuite à des comportements compulsifs. D'autres recherches montrent aussi que les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle les TCA, présentent souvent une interoception faible et ont du mal à ressentir clairement la satiété ou à distinguer la faim physique de la détresse émotionnelle. Donc lorsque l'interoception est déréglée, ça peut vraiment entraîner une tendance à manger sans faim réelle, une déconnexion aussi des signaux de satiété, ce qui fait que vous ne savez pas vous arrêter de manger, et une déconnexion durable du corps. Et sur l'interoception, à mon sens, il est vraiment aussi important de la remettre dans un contexte qui est plus large. C'est-à-dire que notre société nous amène à être déconnectés de notre corps et de ses signaux. On n'apprend pas à se faire confiance, on n'apprend pas à s'écouter, on est très tourné vers l'extérieur et on ne valorise pas le ressenti. Donc bien évidemment, vous avez de plus en plus de personnes qui disent qu'elles ne savent pas ce qu'elles ressentent, qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, qu'elles ont du mal à s'écouter parce que le signal avec le corps n'est pas correct. C'est le nerf vague qui a la mission principale de ramener les informations de notre corps vers notre cerveau afin qu'elles puissent être interprétées. Mais il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se produire, c'est-à-dire que le nerf vague peut être pincé et empêcher une bonne remontée d'informations, mais il peut aussi y avoir le deuxième cas qui est que les informations qui arrivent au nerf vague ne sont pas claires et ne sont pas précises parce que les systèmes sensoriels ne performent pas à leur maximum. Et donc c'est la raison pour laquelle en intelligence neurosomatique, nous rééduquons ces systèmes sensoriels afin d'arriver à des informations claires, précises et surtout à faire une juste interprétation de ce que l'on vit maintenant. Donc quand le cerveau a l'impression de vivre dans un corps dont les capteurs internes sont complètement débranchés, il va chercher à retrouver un contrôle externe. Par exemple en allant s'attacher à des règles strictes sur l'alimentation, à être dans l'hyper-contrôle. Ça peut sembler rassurant jusqu'à ce que ce contrôle lui-même devienne une source de stress supplémentaire et aille relancer la boucle de compulsion. Donc moi la question que je vous propose aujourd'hui c'est « et si ce n'était pas alimentaire ?» D'accord, pour aller voir la compulsion comme une stratégie d'autoprotection. Et tant que le niveau de menace interne reste élevé, tant que le système nerveux ne perçoit pas de véritable sécurité, eh bien ces comportements resteront présents même sous d'autres formes. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que le système nerveux est plastique. Donc il peut désapprendre certaines réponses comme les compulsions et réapprendre des voies plus adaptées, plus douces, plus saines. Mais pour cela, il ne suffit pas d'une prise de conscience. Il faut vraiment réduire progressivement le niveau de menace dans le corps par des actions ciblées, concrètes et répétées, comme le permettent les exercices de rééducation neurosomatique que je propose. Parce que la sécurité en neurobiologie, c'est pas juste une idée, c'est pas un mantra, c'est même pas une émotion, c'est vraiment une perception multisensorielle et physiologique intégrée dans le tronc cérébral et le système nerveux autonome. Donc pour qu'un comportement compulsif cesse de s'activer, le corps doit croire, mais surtout ressentir que l'environnement est sûr. Et ça s'apprend, c'est pas une évidence. Et c'est là qu'intervient l'approche neurosomatique qui vient faire la différence avec toutes les autres thérapies en lien avec la relaxation ou la volonté. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai inclus le lien vers un atelier que j'ai donné dans lequel nous travaillons plus précisément l'interoception. Avec les outils d'intelligence neurosomatique, ça peut être pour vous un moyen de revenir à votre corps et peut-être même d'essayer de faire ça avant un moment que vous savez sensible dans le déclenchement de vos compulsions et vous m'en direz des nouvelles.